Sauf que ce qui est immonde, c'est que le hasard cautionne. Bonjour à tous, alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous me posez régulièrement la question sur le lien entre Callawet et les parcs zoologiques. Certains y voient une certaine contradiction puisque Callawet est soutenu par certains parcs zoologiques. J'ai moi-même fait de nombreuses conférences dans des parcs et j'ai même découvert les gibbons lorsque j'avais 12 ans dans un parc zoologique pour les étudier ensuite pendant plus de 5 ans. Avant de commencer, je tiens à préciser 3 choses. D'abord, cette vidéo, c'est pas une vidéo pour ou contre les parcs zoologiques. Dans un monde idéal, moi je suis contre toute forme de captivité, à commencer par Callawet. C'est un crève-cœur de voir tous ces animaux en cage à Callawet, j'aimerais pouvoir les relâcher, mais la réalité fait que c'est juste pas possible. Pareil pour les animaux des parcs zoologiques. La très grande majorité de ces animaux ne survivraient pas si on les relâchait dans la nature. C'est un fait, il faut le dire au grand public, il faut arrêter de maintenir des sortes de fantasmes où on pourrait comme ça ouvrir la cage à tous les animaux, c'est juste pas possible. À l'exception peut-être de quelques reptiles et espèces très opportunistes. Donc ça c'est important. Moi par exemple, c'est avec une très grande tristesse que je vous dis que seulement 10 à 20% des gibbons à Callawet pourront être relâchés, faute de sites pour les relâcher, entre autres. Je tiens aussi à préciser que Callawet a toujours été financé, ou quasiment toujours été financé par des parcs zoologiques et certaines années à plus de 20%, notamment lors des premiers achats de terrain pour créer des réserves. Mais cela sans aucune, et je dis bien aucune, contrepartie, si ce n'est le logo sur notre site internet. Et je tiens aussi à dire que j'ai beaucoup d'estime pour le personnel des parcs zoologiques, soigneurs, vétérinaires, directeurs de parcs, j'en connais beaucoup. Certains sont de très grands amis de Callawet et je pense sincèrement que toutes les évolutions positives de ces dernières décennies dans les parcs zoologiques viennent de l'intérieur. Et je connais des personnes qui donnent leur vie pour aider ces animaux dans les parcs et j'ai beaucoup d'estime encore une fois pour elles. Et c'est important de le dire, notamment énormément de soigneurs qui jour après jour prennent soin de ces animaux dans les parcs. Et pour ça, moi je tiens à les remercier. Donc bonjour à vous et merci pour ce que vous faites. Cela étant dit, il est important d'être honnête et de mettre en avant tout ce qui ne va pas. Alors peut-être que je prends des risques avec cette vidéo, peut-être que certains vont cesser d'aider Callawet suite à cette vidéo. Je prends le risque, alors je ne sais pas si c'est dans l'intérêt de Callawet, mais je pense que c'est très important. Tout d'abord, on appelle un chat. Donc un parc zoologique, parc animalier, bioparc, on parle bien tous de la même chose, des zoos. Mon principal problème, c'est l'argent. Parce que la plupart des parcs zoologiques sont des entreprises privées, à l'exception de quelques parcs d'État. Comme toute entreprise privée, elles doivent dégager du bénéfice, du profit, et c'est normal puisque c'est l'essence même d'une entreprise. Sauf que le problème, c'est qu'on donne l'avenir d'espèces en danger, d'espèces menacées, à un secteur privé. Et ça, c'est problématique puisque même si ces parcs ont l'ambition peut-être de sauver ces espèces, elles ont aussi l'ambition de vendre leurs billets, de remplir leurs hôtels pour certains. Et ça, il y a forcément un problème, il y a forcément un hic et il y a forcément un conflit d'intérêts. La quasi-totalité des organismes qui travaillent sur le terrain pour la protection des animaux dans leur environnement sont des organismes à but non lucratif, des associations, des fondations. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tous les zoos deviennent des fondations ou des associations? Ce serait une garantie que l'argent récolté via les entrées, par exemple, profite pleinement, entièrement à la conservation des espèces in situ ou ex situ. Mon autre problème, c'est les garde-fous. Ceux qui sont peut-être censés surveiller les parcs zoologiques. En France, on a l'AFDPZ, l'Association française des parcs zoologiques, et au niveau européen, l'EAZA, l'European Association for Zoos and Aquaria. Aquaria, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissocier, lorsqu'on parle des zoos, on ne peut pas les dissocier des aquariums. Le problème, c'est que les membres des bureaux de ces deux organismes sont aussi des directeurs de parcs zoologiques. Donc il y a forcément un conflit d'intérêt. Il n'y a pas d'organisme indépendant qui veille à la transparence des parcs zoologiques, par exemple. Et ça,
ça pose forcément un problème. L'Union mondiale pour la nature, par exemple, l'IUCN, n'a aucun accès sur le fonctionnement interne des parcs zoologiques. Ensuite vient le problème de l'origine des animaux. Les zoos vous diront que depuis des décennies, les animaux ne proviennent plus de la nature, il y a des plans d'élevage, ils sont tous nés en captivité. Tous? Est-ce que vous êtes certain de ça? Déjà, si on parle des aquariums et des delphinariums, eh bien, on sait d'avance que la quasi-totalité des animaux sont prélevés dans le milieu naturel. C'est un fait, il n'y a pas de débat, et ça devrait juste révolter tout le monde. Et oui, c'est vrai, pour les espèces très menacées, la législation est devenue de plus en plus contraignante pour veiller à ce que ces animaux ne soient plus capturés à l'état sauvage et plus importés. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que tous sont bien nés en captivité? Eh bien, au lieu d'avoir un débat stérile entre ceux comme moi qui disent peut-être que non, peut-être que vous avez encore des animaux qui arrivent dans vos parcs capturés dans la nature, et ceux qui disent ah non, non, ça fait longtemps qu'on a arrêté ça, eh bien, je propose quelque chose. Si vous travaillez dans un parc, vous savez que tous les animaux sont dans des registres, dans des studbooks, qui servent justement à faire en sorte que les animaux puissent se rencontrer entre les différents parcs, etc. Dans ces studbooks, pour chaque animal, on a l'espèce, l'âge, mais aussi l'origine. Et si dans la case origine, vous avez wildborn, bon, ça veut dire qu'il est directement né à l'état sauvage, donc qu'il a été capturé, mais vous pouvez aussi avoir le mot inconnu. Et là, vous pouvez vraiment vous poser des questions. Eh bien, moi, je propose que ces studbooks au registre existent pour toutes les espèces et qu'ils soient mis en ligne sur le site de l'EASA, par exemple, accessible à tout le monde. Donc, on aurait la liste de tous les animaux avec leur origine, et là, il n'y aurait plus de débat. Alors les parcs vous diront oui, mais si ça arrive encore, ça arrive peut-être en Afrique ou avec certains zoos en Asie ou en Amérique latine. Ce qui est couillon, c'est que la plupart des espèces intéressantes pour les parcs zoologiques en Europe se trouvent sur ces continents et que ces structures en Europe continuent d'échanger avec ces zoos de l'autre bout du monde. Alors comment en 2020 des animaux peuvent encore être capturés à l'état sauvage pour arriver dans les parcs zoologiques européens? Alors d'abord pour les animaux qui ne sont absolument pas menacés, des animaux sauvages mais qui ne sont pas menacés d'extinction, c'est légal, on peut capturer ces animaux. Et puis pour les autres, vous avez la voie complètement illégale, c'est-à-dire des animaux qui traversent les frontières illégalement, qui arrivent peut-être en Europe de l'Est et qui ensuite transitent par plusieurs parcs en Europe de l'Est, par exemple, avant d'arriver en Europe de l'Ouest. Mais vous avez aussi, moi ce que j'ai observé plusieurs fois en Asie du Sud-Est, un gibbon, pour prendre l'exemple du gibbon par exemple, qui va être capturé à l'état sauvage, mis dans un zoo local. Donc peut-être qu'on est au Laos, le gibbon est capturé dans la nature, mis dans un zoo peut-être à Vientiane, et puis dans ce zoo, il obtient, grâce à la corruption, un vrai faux papier comme quoi il est né en captivité dans ce zoo et donc l'animal peut être envoyé en Europe puisque ça devient un échange légal entre deux parcs zoologiques avec un animal qui légalement est né en captivité. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Donc on peut avoir des doutes aussi si on regarde le studbook et qu'on voit par exemple un orang-outan né en captivité mais dans le zoo de Jakarta. Là on peut se poser des questions puisqu'en Indonésie c'est comme là où on trouve des orang-outans. Et puis il y a les parcs qui essaient de faire d'une pierre deux coups. Ils soutiennent un projet de conservation sur le terrain, un projet de réhabilitation comme Calauet par exemple, avec l'espoir que des animaux se reproduisent ici et que le bébé, donc né en captivité dans une volière à Calauet par exemple, puisse être envoyé en Europe. Là aussi c'est légal, c'est un animal qui est né en captivité, même si c'est une espèce protégée. Évidemment, Calauet l'a toujours refusé, mais on nous l'a demandé plus d'une fois. Pas simplement des zoos européens d'ailleurs, je parle des zoos sur la planète. Je l'ai toujours évidemment refusé. Il n'y a qu'une manière pour les animaux de Calauet de quitter Calauet, c'est d'être relâchés évidemment ou malheureusement de mourir. Et d'ailleurs, il y a un des plus grands ou le plus grand zoo indonésien qui a énormément de liens avec les zoos étrangers, qui régulièrement fait pression, je dis régulièrement, c'est encore arrivé cette année, qui régulièrement fait pression sur les autorités pour que les autorités prennent des animaux à Calauet pour leur parc zoologique. Donc heureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours tenu tête, les autorités nous ont toujours soutenus, mais on voit vraiment le travail de l'intérieur pour essayer de nous prendre des animaux qui, ici à Calauet, vivent ou dans notre sanctuaire, ou qui ont un espoir de retrouver la liberté. Donc, rendez publics les registres et les studbooks,
et le débat sera clos, ou en tout cas tout sera mis sur la table. Le problème qui me tient le plus à cœur, c'est l'euthanasie. Alors l'euthanasie, pour celui qui aime les animaux, c'est certainement la chose la plus douloureuse. Et son but, ça doit être uniquement de mettre fin aux souffrances d'un animal. Sauf que ce qui est immonde, c'est que le hasard cautionne l'euthanasie pour gérer des populations. C'est-à-dire qu'on tue des animaux pour gérer une population. On laisse se reproduire des macaques, des girafes, en sachant pertinemment qu'on n'a pas de place pour les adultes. Et les animaux sont donc tués à la maturité sexuelle. C'est très pratiqué par les zoos d'Europe du Nord, et je pense notamment aux zoos de Copenhague. Donc ça concerne des animaux qui ont leur place dans les parcs zoologiques parce qu'ils sont exotiques aux yeux du public, mais pas forcément des espèces menacées. Je pense aux lièvres de Patagonie, aux babouins par exemple. Donc on demande aux vétérinaires de tuer des animaux complètement sains, simplement pour gérer une population. Tous les parcs zoologiques perdent leur crédibilité à mes yeux s'ils pratiquent cette euthanasie de complaisance. Mais aussi, ils perdent leur crédibilité s'ils ne dénoncent pas leurs camarades. Les parcs zoologiques devraient en interne se révolter et mettre fin à ces pratiques immondes. J'ai des histoires de vieux gibbons, trop vieux pour se reproduire, seuls dans des parcs, tués, simplement pour faire de la place. Pour mettre fin à cela, il y a deux choses. La première chose, c'est la dénonciation entre parcs. Les parcs zoologiques qui n'ont rien à se reprocher doivent dénoncer ceux qui continuent à pratiquer l'euthanasie de complaisance pour assainir le réseau des zoos, quitte à ce qu'il y ait des conflits, mais je pense que c'est extrêmement important. Les zoos ne peuvent pas avancer s'il y a encore ces méthodes complètement rétrogrades au sein des zoos européens. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un registre des animaux pour chaque parc zoologique qui soit accessible au public. Donc on a aussi les décès. Donc telle date, tel animal est mort avec l'explication du vétérinaire. Si l'euthanasie a été pratiquée sur cet animal, le vétérinaire expliquera aussi pourquoi, que l'animal souffrait, etc. Et on ne pourra pas dire, ou si c'est pratiqué, ça devra être assumé publiquement. Oui, on a euthanasié tel animal parce qu'on voulait faire de la place. Et là, on verra la réaction du public et on verra aussi la fréquentation du parc. J'espère qu'elle sera en chute libre. En tout cas, ces outils permettront au vétérinaire de ne plus être seul face à sa direction au moment où on lui demandera de tuer le vieux bison du parc pour faire de la place et accueillir une nouvelle espèce plus intéressante. Alors pour résumer, trois choses. Organisme à but non lucratif pour gérer tous les parcs zoologiques. Studbook rendu public pour qu'on connaisse exactement l'origine des animaux. Et puis troisièmement, registre pour chaque parc avec l'explication du vétérinaire sur la cause de décès des animaux et aussi pourquoi l'euthanasie a été choisie dans tel et tel cas. Si ces trois choses sont appliquées, on n'aura plus d'arguments pour attaquer les parcs zoologiques et on ne pourra voir les parcs zoologiques que comme de formidables soutiens à la cause des animaux et de la protection des espèces menacées sur le terrain. J'y crois fermement. Il faut simplement que ça évolue encore. Ça a déjà évolué ces dernières décennies, mais aujourd'hui il faut passer à un autre cap pour faire en sorte que tout le monde soit derrière les parcs zoologiques devenus des associations, des fondations pour la réhabilitation, l'éducation à la faune sauvage et surtout le bien-être de tous ces animaux qui pour la plupart ne pourront jamais être relâchés. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de faire la polémique. Je pense sincèrement que les parcs zoologiques peuvent évoluer pour devenir des acteurs inattaquables avec encore plus de légitimité dans le monde de la conservation pour soutenir des organismes comme Calaouette sur le terrain, mais aussi pour porter ce message de conservation des espèces menacées. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.